Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui ne parlera pas de musique, car si vous suivez la chaîne, vous savez que je sors des vidéos à la fois de musique et d'informatique. Donc si vous n'êtes intéressé que par les vidéos de musique, vous pouvez zapper celle-ci. Elle va parler technique, elle va parler Xamarin Form et programmation C# XAML. Donc par contre, si vous faites partie de ceux qui me suivent sur ce volet-là, bienvenue. On va commencer tout de suite avec un sujet un petit peu particulier, puisque on a toujours du mal à l'aborder, ou de façon trop succincte, ou on le remet toujours à plus tard dans les techniques avancées. Il s'agit du control templating. Le control templating, c'est la dernière étape quasiment dans la mise en place d'un contrôle custom lorsque l'on fait du développement XAML. C'est-à-dire un contrôle réutilisable, mais dans lequel le développeur utilisateur de ce futur contrôle pourra malgré tout y mettre son propre contenu. Bon, on va voir ça, on va clarifier tout ça dans un instant. On commence, c'est maintenant tout de suite. Alors, on va tout de suite aller au cœur du sujet. Vous avez à l'écran Visual Studio et vous avez l'émulateur Android qui est ouvert et qui nous fait voir ce qui ressemble à première vue à une liste dans laquelle tous les éléments se répètent. Et pour cause, on va le voir tout de suite. Arrêtons le debug pour nous concentrer sur la main page de cette application très très simple, mais malgré tout qui respecte MVVM. Nous avons une main page XAML qui est une content page Xamarin Form, et pour seul contenu, elle a une liste view dont l'item source est bindé sur une collection qui s'appelle cards, et ça s'arrête là. Alors, d'où sort cards? Cards sort du main view model, donc le view model associé à cette page. Et puis on suppose donc qu'il y a une collection, on verra ça, tout ça tout à l'heure, mais pour l'instant c'est assez accessoire puisque c'est pas ce qui nous intéresse en premier lieu. Alors vous allez me dire, bon, quel est le moyen d'améliorer ça? On sait qu'on a dans nos modèles quelque chose qui définit une business card, donc une carte de visite, avec un first name, un last name, un genre, une compagnie, un numéro de téléphone, un commentaire, un full name qui est fait des deux, first name et last name. Et puis ça, on va laisser de côté pour l'instant ce qu'il y a ici. Et puis, ce qu'on pourrait rajouter, c'est tout simplement de faire un override du toString, c'est-à-dire de ce qui va donner une représentation en chaîne directement de l'objet sans faire appel à d'autres conversions. Vous connaissez tous cette stratégie, elle est très simple, elle est extrêmement payante parce que en debug, c'est extrêmement pratique de pouvoir voir le contenu d'un objet sans avoir besoin d'utiliser d'outils bien particuliers. Et ici, par exemple, ça permet d'avoir tout de suite une list view qui affiche le contenu de nos cartes de visite. Alors, bien évidemment, l'affichage, c'est pas ça. Ça ressemble exactement à ce qu'on a juste derrière, c'est-à-dire le genre, le first name, le last name, le phone number. Bon, et puis, ça s'arrête sur une ligne, il n'y a même pas de wrapping. Bon, c'est pas très 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 beau. Donc, dans un cas comme ça, on se dit, ouais, mais une application qui fait une gestion de carte de visite, moi j'aimerais bien que ça ressemble plutôt à une carte de visite, que la mise en page ressemble plutôt à une carte de visite. C'est vrai, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Sauf que on pourrait très bien aller dans notre main page XAML, et venir maintenant ici, mettre un data template, mettre une view cell, et puis remplir avec une frame, avec l'image, avec la photo de la personne, etc. Enfin bref, donner à tout ça un look de carte de visite. Mais en réalité, on pourrait se dire aussi des petites fiches avec une frame, avec un titre et un contenu qui peut être éventuellement personnalisé de temps en temps, c'est quelque chose que j'ai besoin assez souvent, ou que je vais utiliser plusieurs fois dans mon application. Peut-être pas avec le même contenu, peut-être pas toujours pour des cartes de visite, peut-être pour des fiches articles, peut-être pour des fiches d'intervention, peut-être pour autre chose, mais c'est vrai que c'est un besoin qui va revenir souvent. Alors au lieu de m'enquiquiner à faire un truc une fois, don't repeat yourself, en XAML, c'est aussi valable, on va essayer de créer quelque chose d'assez générique. Donc l'idée c'est de se dire, tiens, je vais me faire un user control qui contient une frame, etc., puis qui va se binder aux éléments de la business card pour les afficher. Vous savez très bien que le défaut de ce genre d'approche, c'est que votre user control, c'est un contrôle composite, donc vous allez créer en fait une vue, une content view dans laquelle vous allez mettre une frame, machin, et vous allez faire des bindings avec des noms en dur sur le last name, first name, etc. Ça ne sera utilisable que dans ce contexte-là. Donc côté réutilisabilité, c'est fini, c'est foiré. Et puis s'en resservir pour autre chose, il faudra modifier à l'intérieur sans se tromper, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un contrôle composite, c'est hyper pratique, c'est hyper simple à faire, n'importe qui, c'est le niveau 1
ou presque zéro même, du composant pour le développeur, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, mais c'est quand même pas la panacée. On sait que le deuxième niveau, qui est réservé en général aux experts, machin, aux cours avancés, tout ce qu'on veut, ce sont les custom controls. C'est-à-dire des contrôles qui vont réellement être mis dans une librairie complètement à part, qui sont suffisamment génériques en termes de code pour pouvoir être réutilisés par un développeur sans qu'il sache de ce qu'il y a dedans, sans qu'il ait besoin de modifier ce qu'il y a dedans, et qui bien sûr n'ont pas par exemple de liaison, de binding direct fait à firstname ou à lastname, par exemple, tout ça est faisable de l'extérieur. Mais là encore, si je fais un contrôle avec des firstname, lastname, et que je demande, et que je laisse même la possibilité au développeur de venir mettre le binding qu'il veut pour ça, ça sera vraiment quelque chose qui sera très 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 personnalisé. Des fois, on a besoin de personnaliser à ce point-là, mais ce n'est pas forcément souhaitable tout le temps. Ce qu'on voudrait ici, c'est plutôt un conteneur de type carte de visite, mais enfin, on va dire un conteneur avec une frame, et puis une barre de titre, dans laquelle, ici, il se trouve qu'on va mettre le nom de la personne et le nom de sa société, par exemple, et puis un contenu dans lequel ici, par exemple, ce qu'on mettra, ça sera les commentaires de la fiche de la personne. Mais on peut être amené à réutiliser tout ça autrement et surtout avec un autre contenu. Un titre. On peut supposer que ce genre de cartes, elles auront toujours un titre, que ce soit le nom d'un article, le nom de la personne pour une carte de visite, ou autre chose. Par contre, le contenu, on n'est pas capable de le prévoir à l'avance. Ça peut être justement le contenu d'une carte de visite avec une photo, un texte, un commentaire, comme ça peut être le descriptif d'un article ou une liste de commandes pour un client, peu importe. L'objet doit rester réexploitable. Donc l'utilisateur, enfin le développeur utilisateur, hein, donc pas l'utilisateur final, doit être capable de poser l'objet en XAML dans son code et doit être capable de pouvoir aussi rajouter un contenu qui est complètement libre, tout en restant finalement à l'intérieur d'un design que nous avons déjà prévu à l'avance. Le contrôle templating, c'est ça, c'est créer des contrôles qui proposent des templates, des modèles, on peut le dire comme ça, de design, mais qui laisse à l'utilisateur développeur la possibilité de venir mettre le contenu qu'il veut. Sauf que ce contenu va apparaître à des endroits qui sont régentés par le template, par le design qui a été donné au départ à notre petit objet. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, on voit qu'ici, item source avec binding card, tout ça, ça marche pas génial, hein, c'est pas super. Alors on pourrait avoir, je vous le dis, des personnalisations, faire soi-même une cell view, enfin une view cell, etc. Mais tout ça, c'est pas suffisant. Donc on va voir l'étape finale, c'est-à-dire comment mettre en place un objet visuel qui soit templaté et qui puisse laisser à la fois à l'utilisateur la possibilité d'utiliser un design tout fait, tout en lui laissant la liberté d'y placer le contenu qu'il veut. On regarde ça tout de suite. Pour que les choses restent ludiques, j'aime bien faire voir au début ce qu'on aura à la fin, parce que ça permet de savoir vers quoi on se projette. Ici, vous avez à l'écran l'émulateur, cette fois-ci avec la version, on va dire, finale de cette démo, où on voit apparaître effectivement un certain nombre de petites fiches. Alors ces petites fiches, elles apparaissent dans une frame qui a un corner radius, donc des bords arrondis, qui contient un titre, une bande de titres avec une certaine couleur. On voit deux indications, le nom de la personne, son prénom et son nom, et le nom de la société dans laquelle cette personne travaille. Et puis ces petites fiches se succèdent. Ici, on a un petit carré de couleurs. Alors, sans tomber dans oh là là, my gosh, je risque les foudres des féministes. Non, on a simplement séparé en rose les madames et en vert les messieurs. Tout simplement parce que quand on cherche dans son répertoire, ici c'est un ensemble de cartes de visite, eh bien c'est facile visuellement de se dire, quand on cherche un homme, d'éliminer tout de suite tout ce qui est rose ou d'éliminer tout ce qui est vert. Alors vous avez remarqué que j'ai essayé de ne pas tomber dans le schéma manichéen du bleu et du rose, j'ai mis du vert et du rose, j'espère que ça calmera les ardeurs des plus féministes d'entre vous. Bref, le principe est d'avoir une couleur différente par genre. Vous allez me dire, je ne prends pas en compte les LGBT, machin chose. Ouais, c'est vrai, mais c'est une démo, vous pourrez le faire, et je vous incite à le faire si ça vous fait plaisir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il affiche, ce petit carré, enfin ce rectangle plus exactement, puisque ça dépend de la taille un peu de la fiche. Eh bien, il prend la première lettre du prénom, parce que c'est plus facile à repérer, et la liste est triée selon cet ordre-là. On ne rentrera pas dans ce genre de détails, c'est à vous, ça dépend du contexte, c'est vous qui choisissez comment vous triez et ce que vous faites. En tout état de cause, ce qui est intéressant à voir dans ici cette suite de petites cartes de visite, c'est qu'elles sont toutes structurées de la même façon,
et qu'elles ont toutes un titre, avec un titre et un sous-titre, en réalité, donc qui ont chacun leur propre style, leur propre mise en forme, et qu'à l'intérieur, par contre, on a cette présentation, alors ça c'est les lignes en lorem ipsum de la partie comment de la page de la business card, donc le commentaire qu'on peut avoir rentré sur cette personne, ou sur son contact, et puis le petit carré sur le côté qui met en évidence la première lettre du prénom ou du nom si on voulait. Enfin, peu importe, ici c'est le prénom, puisqu'on est dans l'ordre prénom-nom. Alors vous allez me dire, où est le templating là-dedans? Le templating, c'est le format de cette carte de visite. Par contre, le contenu qu'on voit ici, c'est-à-dire la fameuse lettre mise en exergue, avec son rectangle de couleur, sans nul doute polémique pour ceux qui aiment bien chercher la petite bête, et puis ce texte à côté, d'une certaine couleur, dans une certaine fonte, ça, c'est la partie qui est libre, que le développeur va pouvoir personnaliser, parce que c'est le contenu. Mais ce contenu qu'il va mettre apparaît à l'intérieur d'un template, de quelque chose qui a déjà une forme, qui est cette carte de visite avec sa frame, son titre, son sous-titre, dans un bandeau, etc. Alors, comment réaliser cet objet? C'est le but de cette petite vidéo sur les contrôles et leur templating. On va voir ça immédiatement en reprenant cette fois-ci un peu plus étape par étape la façon de réaliser tout ça. La solution qu'on utilise aujourd'hui pour cette démo est une solution qui contient deux projets. Elle contient le projet templating, qui est le projet Xamarin Form tel qu'on vient de le voir, et puis le projet natif templating.android, sur lequel il n'y a rien à dire. J'aurais pu rajouter le projet iOS, le projet UWP, etc. On va se limiter pour la démo à traiter uniquement le cas natif d'Android. Mais enfin, c'est pareil pour les autres, bien entendu, puisqu'on ne touche qu'à la partie Xamarin Form. Dans ce projet templating, on a une structuration, comme on le voit, qui est relativement bien faite, qui suit les canons d'une programmation habituelle, c'est-à-dire le support d'MVVM, avec des view modèles, des views, un répertoire pour les modèles, un répertoire pour les convertisseurs, on est bien en XAML, un répertoire pour les contrôles que l'on va créer. Pour ce qui est de la partie MVVM, j'essaye toujours d'utiliser mon propre système MVVM qui est plus que light, qui est ultra light, qui est le lighter MVVM. Il ne définit qu'une classe de base pour le view model. Ici, nous avons une référence à ce projet lighter MVVM qui est mon projet. Si vous utilisez les sources qui seront diffusées, vous pourrez remplacer cela par le view model de base de la librairie que vous préférez. MVVM Lite, Prism, MVVM Cross, peu importe. Donc ici, ça reste très simple, et c'est très simple à modifier. Alors, puisqu'on traite des cartes de visite, on va commencer par le début, comme ça c'est ce qui est le plus facile. On a donc dans les modèles un objet qui s'appelle Business Card. Jusqu'à là, rien de bien extraordinaire. On voit que c'est un objet qui descend justement d'Observable Object, c'est-à-dire l'objet qui est juste avant le view model de base, et qui supporte tout simplement INPC, donc e-Notify Property Change, qui permet donc tout ce qui est liaison, binding, et réactivité dans les deux sens. Donc, on a un first name, un last name, un gender, un compagnie, un phone number et un commentaire, et un full name qui est composé du first name et du last name, et qui, pour leur mise à jour, hélas, nous réclame, bien sûr, dans first name et dans last name, de ne pas oublier de faire un res property change du full name quand le first name ou le last name change. C'est pas génial, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais le but de la démo aujourd'hui n'est pas de travailler sur cet aspect-là du code. De la même façon, on peut trouver dans ce code un return fake card avec un compte, et vous pouvez voir ici var fake égale new faker de business card rule for b comment égale lorem lane. Bon, ça a l'air assez alors c'est une programmation fluente assez sympa à faire. En fait, cela nous vient d'un package que j'utilise pour générer bien évidemment un certain nombre de cartes de visite bidons qui nous servent pour la démo et qui sont à chaque fois d'ailleurs différentes. Et je vous fais voir en un instant la dépendance. La dépendance dans les projets NuGet, c'est quelque chose qui s'appelle Bogus. Je vous conseille Bogus, c'est super génial pour ce genre de choses. Et ce qui fait que dans ma classe Business Card, j'ai une propriété, une méthode statique qui renvoie une liste de business cards, et elles sont fabriquées à partir de ça. Donc ça permet de dire par exemple que la compagnie, ça sera un nom de société. Il est capable de faire générer quelque chose. Pour les numéros de téléphone, il va être capable de générer quelque chose qui s'appelle un phone number.
Pour le genre, il va générer un gender, etc., etc. Donc, un truc super bien, super pratique, mais hélas, ce n'est pas le sujet de la discussion, mais c'est ce qui permet de générer la liste, bien sûr, des cartes de visite que je vais utiliser, sans avoir besoin de s'enquiquiner à écrire quoi que ce soit. Donc ça, c'est Bogus, un petit package Nugget que je vous conseille. Donc on a nos cartes de visite, c'est assez génial, et bien évidemment, dans notre projet, elles vont être utilisées au travers de quoi? Au travers d'un view model. Vous l'avez dit, c'est bien. Alors, comme vous pouvez le voir, ce view model est d'une sophistication extrême. Je pense qu'il faudra certainement que vous posiez des questions dans les commentaires pour arriver à comprendre. Là, ça ne se discute pas, on voit que c'est de la haute voltige et que seul un expert est capable de vous présenter quelque chose de ce niveau-là. Donc, dans ce view model extrêmement sophistiqué, on voit une main view model qui hérite de base view model, donc du système MVVM qu'on utilise, et qui publie une Observable Collection de business cards. On aurait pu mettre une liste, puisqu'ici on ne fait pas d'édition, on ne fait pas de modification, c'est pas grave, mais conservons les bonnes habitudes. Une Observable Collection de business cards qui s'appelle Cards, donc celle qu'on voyait tout à l'heure dans le XAML, qui ne peut être qu'en get, qu'en lecture. Et dans le constructeur du main view model, summum de la sophistication, nous avons une initialisation de cette propriété cards qui est égale à new observable collection de business card. Et de quoi donc? Eh bien, on demande tout simplement à la business card elle-même, à sa méthode statique return fact card, de nous renvoyer 10 cartes dans une liste qui vont être order by, donc triées par l'ordre du full name, qui est constitué du first name et du last name, donc du prénom et du nom. Donc on va avoir 10 cartes générées par Bogus à l'intérieur de notre système business card qui va nous renvoyer 10 business cards qui contiendront quelque chose d'aléatoire. Donc vous voyez, là c'est le summum de la complexité qu'on puisse faire dans un view model. Donc une fois qu'on a ça, tout se passe côté XAML, vous l'avez bien compris, enfin presque, parce que comme vous avez pu le remarquer, nous avons aussi des convertisseurs et nous avons aussi un répertoire pour le contrôle. On va revenir à notre page XAML. Cette main view page de l'application, qui est une content page, contient un certain nombre de choses sur lesquelles on va revenir rapidement, parce que c'est pas très compliqué non plus, de disséquer ce qui s'y passe. La première chose que l'on peut voir, fastoche, c'est l'intégration du vieux modèle en le liant directement, en liant une nouvelle instance, et une instance unique, directement au binding context par le jeu de cette écriture, donc binding context, et on déclare view model, menu. Vous savez qu'en XAML, toute ouverture de balise correspond à un new en C#. Sauf quand vous avez un point dans le premier élément de la balise, ça veut dire que vous attaquez une propriété. Donc ici on a les deux exemples en même temps, content page.binding context, et bien content page, c'est effectivement ici la création d'un content page, un new content page. Par contre ici, content page.binding context, ça veut dire qu'on accède à la propriété binding context du content page, avec sa balise fermante bien évidemment derrière. Et entre les deux, on voit viewModels main viewModel. Donc là, on appelle directement une classe qui se trouve dans l'alias viewModels, viewModels qui est défini comme étant notre espace de nom où sont cachés les viewModels dans notre projet. Donc ici, il y aura création d'un main viewModel, donc un new main viewModel qui va être affecté tout simplement à la propriété binding context. C'est comme ça qu'on fait une affectation finalement en XAML. Donc rien de bien méchant ici. On reviendra sur les convertisseurs après, et on reviendra sur le style qui est ici, puisque je vais l'enlever dans un premier temps de cette balise pour rester sur quelque chose de plus direct. Comme nous devons afficher un ensemble de cartes dont on ne connaît pas la longueur, etc., on va tout mettre dans une scroll view. Pratique, simple. Comme nous allons empiler les choses les unes au-dessus des autres, eh bien nous allons utiliser une des caractéristiques relativement récentes, et dont j'ai déjà parlé d'Xamarin.Form, qui est le fait des bindable layouts, qui permet donc de faire un binding dans un layout donné pour utiliser à la fois les avantages d'une list view, c'est-à-dire avoir une liste d'éléments qui se répètent, et en même temps les avantages du layout sur lequel on se trouve. Par exemple, un stack layout, ça met les choses les uns en dessous des autres ou les unes à côté des autres. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Et on va rajouter là-dedans un binding pour pouvoir se lier à une collection et répéter un élément. Ici, donc un stack layout,
peu importe, un padding. Ici, le bindable layout item source qui est à binding de cards, donc cette fameuse collection de business cards qui se trouve dans notre ViewModel. Et puis, le bindable layout nous demande de préciser l'item template qui va être utilisé. Donc, quel est l'élément? Alors, on pourrait avoir un simple label qui s'affiche à cet endroit-là. Hein. Et dans un data template, on pourrait très bien dire que ici, j'ai un label avec texte qui va être bindé à, par exemple, first name. Voilà. Vous voyez, on va venir ici. Notre data template contient uniquement un label avec le first name. Donc si on lance notre application, on va effectivement bien avoir une liste, donc le bindable layout fonctionne bien, on est content, et avec un first name. C'est pas terrible comme présentation, c'est pas ça qu'on cherche, donc on va tout de suite revenir en arrière, et on va plutôt mettre à la place un objet, bien sûr, qu'on a créé, qui est plus joli, qui est celui que je vous ai fait voir tout à l'heure, et on fait apparaître quelque chose qui s'appelle la Title Frame View. C'est un beau nom, mais qu'est-ce qu'une Title Frame View? Ça n'existe pas, vous avez raison, c'est justement le contrôle templaté que l'on va faire. Mais imaginons qu'on sache ce que c'est. En fait, vous l'avez déjà vu à l'œuvre, c'est la frame avec le titre, le sous-titre et un contenu qui est libre. Et bien ici, vous voyez que c'est exactement ça, on crée une title frame, on indique quel est son titre, ça c'est une propriété de l'objet title frame, du contrôle que l'on a créé, elle a un subtitle, un sous-titre, c'est aussi une propriété de cet objet, mais en revanche son contenu est complètement libre, et c'est nous qui là par contre avons rempli ce contrôle title frame view, on l'a éclaté, on a ouvert sa balise, parce qu'elle a un content, elle a un contenu utilisable, et là-dedans, on a décidé de mettre ça, mais alors on pourrait mettre n'importe quoi d'autre. Ici, c'est une grille avec 2 colonnes, celle de gauche avec le petit carré vert ou rose et la lettre dedans, et puis la partie droite dans laquelle on fait apparaître tout simplement, je veux dire, les lignes de commentaires de la fiche en cours. On pourrait mettre n'importe quoi. Donc on s'imagine bien que cet objet présente un cadre. Alors ici, c'est vraiment une frame, c'est un cadre, mais ça présente un cadre en termes de design, mais le contenu, une partie en tout cas du contenu, pas tout le contenu, parce que sinon ça n'a plus d'intérêt de préparer un objet qui a un design de tout fait, si c'est pour pouvoir tout enlever. Ici, c'est bien un design préparé, mais qui laisse la latitude à l'utilisateur, développeur, de venir mettre un contenu complètement libre. On va regarder comment tout ça est fait. Alors vous allez me dire, bon, mais il y a des convertisseurs de valeur, ils servent à quoi? En fait, les convertisseurs de valeur, les 2 convertisseurs de valeur, ne servent pas exactement à notre exemple. Ils me servent à 2 choses, vous le voyez ici, donc on va tout de suite aborder ça pour s'en débarrasser. La box view, hein, celle qui affiche le fameux carré rose ou vert. Bah, tout simplement, pour savoir si c'est du rose ou du vert, il me faut quelque chose qui convertisse un gender, donc qui est mâle, femelle en anglais, dans les nums qui sert à définir notre business card, et il y a besoin de la convertir en une couleur. Voilà, tout simplement, si c'est mâle, on renvoie vert, si c'est femelle, on renvoie rose, rien d'extraordinaire. Je peux vous le faire voir parce que, par acquis de conscience, gender to color converter, hein, ici, on récupère le gender, et on return name gender female, eh bien un light pink, sinon un green yellow. Voilà, super compliqué là encore. Et puis, pour cette même boîte, donc vous voyez que c'est pas forcément aux endroits qu'on croit les plus difficiles qu'on a le plus de code. Ici, quelque chose d'assez simple comme ça, nous me demande un autre convertisseur, tout simplement quelque chose qui va me renvoyer la fameuse lettre que j'affiche, qui est la première lettre. Surtout, ne faites jamais ça avec des propriétés dans votre ViewModel. Hein. Je vous fais voir ça aujourd'hui, c'est pas juste pour vous enquiquiner ou pour allonger le temps de la vidéo. Hein. J'ai d'autres trucs à faire, moi aussi. C'est vraiment pour vous faire voir quelque chose d'essentiel, c'est que tous ces trucs-là ne doivent pas être faits par le ViewModel. Jamais. C'est de la présentation, et cette présentation, elle ne peut être guidée uniquement que par du XAML. Donc, séparation des choses, c'est le principe même d'MVVM, hein, c'est le découplage, donc ici on découple totalement, et comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, et comme je vais vous le refaire voir, parce qu'il est tellement merveilleux, ce ViewModel tellement sophistiqué, que ça vaut le coup de le regarder une nouvelle fois, il ne fait rien d'autre que publier une liste de cards. Basta. C'est tout.
Donc le reste, c'est à nous de nous débrouiller en XAML pour le faire apparaître d'une façon ou d'une autre, et un autre développeur pourra reprendre le même ViewModel sans toucher rien du tout, juste il fera une autre présentation si ça lui fait plaisir. Donc on est vraiment très très découplé. Et donc à l'intérieur de cette case qui contient un rectangle rose ou vert, bah, on a affiché la première lettre du nom. Or, ça tombe pas d'un arbre, il faut aller le créer, il faut le chercher. Donc, surtout pas le ViewModel, je le redis pour la dernière fois, je vous bassinerai plus avec ça le reste de cette vidéo, parce que j'y reviendrai certainement dans d'autres vidéos, mais on va le faire en XAML, et à travers, bien évidemment, comme en XAML on ne sait pas faire de calcul de ce genre-là, pour obtenir que la première lettre, tout ça c'est pas si facile, ça peut dépendre des versions de XAML d'ailleurs, j'ai besoin d'un truc qui me renvoie la première lettre, l'initiale d'un nom, voilà, c'est tout. Et bien pour ça, je vais tout simplement me créer un convertisseur, un initial from string converter. Un truc qui renvoie la première lettre si la string n'est pas vide, sinon il m'envoie quelque chose de vide. If string is not null, enfin is null or white space de S, on retourne string empty. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie char to upper du premier caractère de cette fameuse chaîne de caractères. C'est un truc qui est utilisable une fois qu'on l'a écrit. On peut le réutiliser dans plein de contextes différents, ce n'est pas lié à cette démo en particulier. Le gender to color, il est un peu spécialisé dans les couleurs qu'on peut mettre, mais on pourrait rajouter des paramètres à notre convertisseur pour qu'il soit générique en indiquant quelle est la couleur pour mâle et quelle est la couleur pour femelle, mais c'est lié à la collection, enfin l'énum gender, qui est peut-être pas forcément la même énum dans toute application qui gérerait une différence de sexe entre les personnes ou des employés ou des choses comme ça. Donc, on pourrait dire que celui-là, il est un peu conjoncturel à l'application, mais le Initial from String Converter est utilisable n'importe où, dans n'importe quelle application, où on aurait besoin d'extraire la première lettre d'une string pour pouvoir l'afficher, comme ici par exemple, dans une list view qui serait groupée ou dans autre chose. Donc, en dehors de ce truc super complexe qui demande des convertisseurs et qui affiche juste sur le côté une petite boîte avec une lettre dedans, on a une seule chose à l'intérieur de notre grille, en colonne 1, on a un binding avec le comment. Mais toute cette partie-là, comme la grille qui est ici, apparaît donc à l'intérieur de notre title frame view, qui ne contient que deux propriétés utilisables pour l'instant, le title et le subtitle. Donc ça, quand on l'exécute, c'est le code qu'on a vu fonctionner tout à l'heure, et qui nous permet d'avoir une liste de cartes, parfaitement classée par ordre alphabétique ici du full name, et qui, en plus de ça, présente voilà, la première lettre du nom, et puis un certain nombre de lignes de texte, en fonction des commentaires qu'on a mis. Alors on remarquera qu'au départ, par défaut, le concepteur de ce Title Frame View, dont on va bien sûr voir la réalisation, puisque c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est en même temps le sujet essentiel de cette démonstration, est du texte noir en italique. On pourrait se dire que quand même, dans ce projet-là, moi j'aime pas trop le texte noir en italique, j'aimerais bien mettre quelque chose. Donc je vais avoir ici la définition d'un style. On sait que le subtitle et le title sont des labels, donc je vais créer des styles, enfin un style ici, New Subtitle Style, qui va cibler le type label. Et à l'intérieur de mon style, j'ai le font attribut none, j'ai pas besoin ni d'italique ni de gras, je vais donc annuler l'italique qui a été posé par défaut, et je veux simplement un text color à aqua, hein, donc cette jolie petite couleur, qui sera plus jolie que le noir. Alors comment appliquer ce style? Parce que l'objet title frame view a prévu, bien évidemment, de laisser la possibilité à l'utilisateur, développeur du contrôle, de pouvoir modifier le style à la fois du titre et du subtitle. Concernant l'ensemble, comme c'est un descendant de frame, bah, toutes les propriétés de frame sont disponibles, comme le corner radius qu'on pourrait changer, etc., la couleur de fond, ou d'autres choses. Ici, j'ai un subtitle style, et qui va être bindé, en quelque sorte, hein, c'est une sorte de binding, à une static resource, qui est notre subtitle style. Ça, c'est celui qui est fourni. Attention, pas se tromper, le new subtitle style, c'est-à-dire celui qui est fourni ici et qui d'un seul coup vient de s'allumer parce qu'on l'utilise. Ce qui fait que quand on relance, j'ai quand même la main en tant que développeur sur une partie du design de cet objet, donc il est quand même assez complet et assez bien fait, puisque malgré qu'il fixe un titre, un sous-titre, il laisse la main sur le titre et sur le sous-titre au niveau de son style, et ici on voit qu'on a maintenant le nom de la société qui est écrit
sans italique et en couleur aqua, ce qui est un peu plus joli que ce qu'on avait tout à l'heure en noir et italique. Donc on voit qu'ici on a une personnalisation qui est laissée sur quelques propriétés, pas forcément sur toutes parce que ça demanderait une pléthore de propriétés. On a un titre et un sous-titre, c'est bien assez, et on a prévu le style du titre et le style du sous-titre, de telle façon à ce que l'utilisateur de notre objet puisse le personnaliser. Le reste, comme on ne peut pas savoir toutes les utilisations qu'il va y avoir, ça serait un objet monstrueux qui prévoirait tout et n'importe quoi, enfin bon, c'est pas possible à inventer, on a prévu tout simplement de le rendre customisable par un contenu complètement personnel qu'on ne connaît pas à l'avance, et ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est en fait la propriété content de notre objet. Cet objet a un content qui est disponible dans lequel on peut aller mettre une grille, faire des, on le voit, hein, des static ressources, on peut utiliser des static ressources, faire des bindings sur le commentaire, etc. Et c'est toute la force du design de cet objet qui est le control templating. C'est la force de créer des contrôles réutilisables à volonté qui figent malgré tout une partie du boulot, par exemple le fait d'avoir une frame, d'avoir le titre, le sous-titre avec un bandeau, etc., mais qui permet de s'en servir dans 1000 contextes différents, parce que, par exemple, ici, le contenu de la carte, des trucs qui ont des titres et des sous-titres, comme je le disais tout à l'heure, il y en a plein. Mais des contenus, par contre, ça peut être très 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 différent à chaque fois. On peut s'en servir dans un logiciel de musique, et ça peut être le nom d'une gamme, et dans le contenu, on peut vouloir afficher un dessin qui est celui de la gamme, par exemple, avec toutes les notes. Donc, c'est difficile de prévoir toutes les utilisations possibles. Par contre, cette présentation en fiche, si on a envie qu'elle soit cohérente dans toute notre application ou dans une lignée d'applications, eh bien, on va pouvoir fixer ça grâce à un contrôle templaté qui est ici donc notre titled frame view, donc notre frame view qui porte un titre tout simplement. Et maintenant, on va regarder comment est fabriqué ce fameux title frame view mystérieux et qui doit être certainement très 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 complexe. Bon, je vous laisse deviner la suite, on y est dans 2 secondes. Abordons la dernière ligne droite avec le code de ce fameux contrôle templaté. Alors, les choses auraient été un peu trop faciles peut-être, donc je vais un petit peu complexifier le processus en vous faisant jouer au jeu des poupées russes. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Partons simple. Nous avons ici un title frame view qui descend de frame. Donc on s'imagine bien, c'est ça qui donne la forme de notre carte de visite. C'est une frame, on utilise un objet existant. C'est toujours une bonne idée de partir de l'objet existant le plus proche. Ça fait gagner du temps au lieu d'avoir à tout refaire. Et ici, on n'aura même pas à intervenir côté projet natif pour dessiner un cadre, etc. Frame existe en Xamarin Form, on va l'utiliser. Qu'est-ce que fait ce title frame view? D'abord, il procède à un constructeur qui tout simplement fixe un corner radius à 8, un padding à 8, donc qui donne cette forme arrondie à notre frame view, parce qu'on a envie que ces cartes de visite aient ce genre d'aspect, mais l'utilisateur développeur pourra bien évidemment, puisque c'est une propriété, ce sont des propriétés de la frame, pourra y accéder tout à fait naturellement dans son code XAML. Donc il pourra modifier le corner radius par exemple, ou le padding. Mais on fixe un look, c'est quand même tout l'intérêt d'un contrôle templaté, donc on fixe un certain nombre de choses. La 3e ligne, control template, est égale à title template. Alors là, vous allez me dire, mais à quoi il joue là? Je veux dire, bon, on va y revenir dans 2 secondes. Pour simplifier, quand même en un mot, certains contrôles contiennent une propriété control template. C'est-à-dire, en fait, un contenu qui va venir se mettre à la place du content. On pourrait très bien, il y a des gens qui construisent des applications comme ça, par exemple avec des content pages qui contiennent rien d'autre que l'appel à un control template, et en fait ils développent leurs fiches dans des contrôles templates qui viennent s'échanger, et en fait à la limite on a besoin que d'une seule content page dans laquelle on échange les contrôles templates. C'est une façon assez simple de le faire, on peut avoir même un view model qui décide d'une façon ou d'une autre de pouvoir faire les changements, en faisant attention à MVVM à qu'un vieux modèle ne vienne pas interférer sur la façon dont lui fonctionne, mais peut guider le processus. Donc il est possible de mettre un contenu à la place de ce qu'on pourrait taper à la main, on va dire, et c'est le control template, qui est une propriété Xamarin Form qui appartient à la librairie, que je vous incite
à aller voir, rechercher des exemples sur le net, etc., pour comprendre le fonctionnement de contrôle template. Mais en gros, ça sert à remplir l'objet avec un template qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Ici, dans notre Title Frame View, une fois qu'on a initialisé l'objet, on a créé un default title style, qui est le style par défaut qui va être appliqué à notre titre. Donc peu importe les valeurs, hein, bold, 14, white, default subtitle style, qui lui bien évidemment fait exactement la même chose, mais en prévoyant du black, italique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est beaucoup mieux de le préparer sous une forme d'un style que l'on se crée comme ça, et c'est mieux de le faire ici que de le faire en XAML, parce que notre contrôle est auto-contenu, il contient tout le code dont il a besoin. Le style a été défini en C#, dans le code C#. Si on transporte l'ensemble, on n'a pas à se dire « Ah ouais, mais il faut que je prenne un morceau de code XAML avec, etc. » C'est une façon de travailler, tout dépend de la taille de l'objet, tout dépend de la sophistication, et tout dépend de la façon dont vous avez souhaité travailler. Et puis on va recevoir à l'intérieur de cette enveloppe, en fait, qui est le frame, qu'on a sous-classé, on va recevoir 4 propriétés. Des propriétés bien évidemment bindable, donc ce sont des bindable properties, ici title property, title style property, subtitle property et subtitle style property, qui sont donc des propriétés bindable qui décrivent le style ou le titre, ou le sous-style et le sous-titre. Bien évidemment, ces propriétés bindable XAML ne sont pas accessibles en C#. Pour les rendre accessibles, on a les fameuses propriétés CLR qui sont là pour les doubler et permettre l'utilisation de ces propriétés en XAML et en C# surtout. Donc, public string title avec un get et un set value, set value, vous connaissez le truc. Alors vous dites, arrivé ici, c'est bien, on a un objet en fait, on a un objet frame, c'est bien. Donc on a un corner radius, on a fixé le padding et tout, bon ça c'est cool, donc on va avoir une frame qui va déjà arriver avec les coins arrondis. Et puis elle a des styles, ok, un titre, un sous-titre, et puis un style pour chacun d'eux. Mais ouais, on a les mêmes en CLR, mais c'est affiché où? Où est-ce qu'il y a ça prend forme comment cette histoire? Où est-ce que ça, où est-ce qu'il y a une espèce de début de commencement d'un affichage? Le frame, on le voit bien, mais enfin pour le reste, on ne le voit pas. Et c'est là que les poupées russes interviennent. C'est que dans notre title frame, dans son constructeur, on a initialisé sa propriété control template à title template. Et vous imaginez bien que la suite de notre histoire se poursuit dans ce title template. Ce title template qui est donc un new control template de title template. Oui, d'accord, ok. On crée un nouvel objet de type title template et on vient le mettre dans control template. C'est une façon de faire assez courante en C# XAML, et je dirais même quasiment dans tous les langages, en Java ou en autre chose. On crée une nouvelle instance du truc et on instancie une propriété. Ça ne nous dit toujours pas ce que ça fait. Eh bien, ce title template, le voici, c'est tout simplement une content view. Ah, bah oui, c'est une content view. Mais c'est une content view qu'on va utiliser dans un cadre particulier. C'est une content view qu'on va utiliser dans le cadre d'un control template. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardez bien ce qui s'y passe. En fait, c'est la mise en page du titre, mais pas seulement. Le title template commence dans son constructeur de façon directe, hein, sans faire rien d'autre, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de machin. Il va se créer des variables intermédiaires pour que ça rende le code plus clair. Il va se créer 2 labels. Un premier label qui va servir à faire le titre, un autre à faire le sous-titre. Et ces labels, on leur applique ici un binding sur le title style et sur le titre, mais en faisant un new template binding. Alors là, c'est déjà un peu plus chaud, hein. Je sens qu'il y en a qui suivent moins là. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Disons que tout simplement, on crée un titre, le sous-titre, donc qui sont des labels, auxquels on affecte des propriétés. Puis après, on se crée un stack layout. Par défaut, il va être en mode qui nous satisfait. Ces children, ces enfants vont être un nouveau stack layout. Alors, parce que, pourquoi je crée 2 stack layout? Parce que
le premier stack layout va contenir l'ensemble de la présentation. Et cette présentation va être faite de la barre de titre et de ce fameux emplacement pour que l'utilisateur développeur puisse venir mettre ce qu'il veut. Donc j'ai bien deux choses à mettre là-dedans, la barre de titre et une partie libre pour le développeur. Et pourquoi j'ai une deuxième stack layout? Parce que cette fois-ci, c'est ce qui va me permettre de définir ma barre de titre. Donc on a ici un stack layout en orientation horizontale et non pas verticale comme elle l'est par défaut ici, avec un background qui est cornflower blue. On aurait pu le laisser paramétrer, mais ça c'est quand même une démo, je ne vais pas mettre des propriétés bindable partout. Un padding de 4, un spacing de 10 pour séparer les choses, et elle a des enfants. Les enfants, c'est quoi? C'est une liste qui contient le fameux title label et le subtitle label, donc les deux labels dont les propriétés ont été bricolées. Ce stack layout, c'est donc le premier élément des enfants du grand stack layout qui est autour, qui lui est vertical. Et le deuxième élément qu'on va retrouver ici, c'est ça qui fait toute l'astuce du templating dans ce contexte-là, c'est qu'on a un new content presenter. Et c'est cet objet, le content presenter qu'on a créé ici, qui va donner la possibilité dans la main page de venir ici ouvrir, on voit bien notre contrôle ici, le title frame view, mais il y a quelque chose qui nous autorise à casser sa balise en deux, pour venir y mettre quelque chose au centre qui va être affiché. Ce quelque chose qu'on y met au centre ne peut exister que parce que ici, nous avons un content presenter. Ça, c'est la première chose. Alors, vous allez me dire, on aurait pu le faire directement dans l'objet business card view, au lieu de le créer là. C'est un petit jeu de poupée russe, comme je vous l'annonçais, histoire de vous faire voir la différence entre la propriété contrôle template et la création d'un contrôle templaté. C'est un peu subtil, je vous laisse le temps de mijoter ça. Je veux dire, voilà. Et alors, ce contrôle template qu'on vient de créer, en fait, qui n'est autre qu'un content view, qui contient uniquement un stack layout, qui contient un autre stack layout avec le titre et le sous-titre, et un content presenter, on veut appliquer des styles à notre label qui sert de titre et à celui qui sert de sous-titre, et on veut que ces styles soient ceux qui ont été définis dans l'objet parent, dans l'objet donc qui est la business card view. Et comment on fait un binding avec ça? C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, j'ai défini des propriétés ici. Title property, title style property, etc., etc. Et je veux pouvoir utiliser ces propriétés à l'intérieur du contrôle template de ma frame. Donc, à l'intérieur de cet objet title template qui est un content view, je veux pouvoir dire que certaines couleurs, certaines choses sont reliées à des propriétés qui ont déjà été définies dans l'objet du dessus. On n'est qu'une partie du template. On ne va pas se lier directement à des choses qui sont extérieures, on va se lier à des choses qui sont intérieures. Eh bien, c'est à ça que sert le template binding. Il sert à relier une propriété d'un objet à celle de l'objet qu'il contient dans une relation de templating. Donc ici, nous avons un titre, c'est là qu'on crée le label. Mais c'est pas là qu'on définit ces propriétés, elles sont définies dans la business card, par le title property, etc. Vous avez compris. Mais ici, comme je crée le label, et il faut bien que je lui assigne le titre, d'ailleurs que je fasse le binding, parce que la personne qui va utiliser, le développeur qui va utiliser notre objet, on revient sur notre même page, ici, celui qui utilise le title frame view, il s'en fout de savoir notre histoire de poupée russe, etc. Lui, il fait un title égale binding full name. Il se lie bien à la propriété title property qui a été définie dans le title frame view, c'est tout. Que l'affichage du title frame view soit en fait réalisé par une content view qui est mise dans le control template de la frame, il s'en fiche complètement notre programme. Et surtout l'utilisateur ici de notre objet, lui, il fait un binding sur le full name, il s'attend à ce que le full name soit affiché. Donc ici, on fabrique en réalité le contenu visuel de ce qui va se passer dans l'objet business card, mais bon voilà, le titre il n'est pas défini là, il est défini au-dessus, comme le style,
Pareil pour le sous-titre d'ailleurs, avec son style aussi. Eh bien, pour se relier à une propriété de l'objet parent dans cette relation d'objet template, on utilise un binding tout à fait traditionnel, par set binding, mais un binding un peu particulier, parce qu'on ne bind pas directement sur la propriété titre, ça ne voudrait rien dire, ça ne marcherait pas. En tout cas, ça ne serait pas la même chose. Mais on se relie au new template binding. Donc le template binding, c'est en fait l'objet qui nous a créé ici comme étant partie de son contrôle template. Donc je fais partie du contrôle template, puisque je suis ici le title template qui a été assigné à contrôle template. Dans cette partie-là, je me réfère aux propriétés de mon parent qui sont la business card, et donc pour me lier à ces propriétés, qui sont des propriétés soit existantes, soit des propriétés, on aurait pu se binder au corner radius, qui existe déjà, mais on a aussi créé des propriétés comme le titre ou le sous-titre. Et bien pour se binder à ces propriétés-là, j'utilise un new template binding. Ça, c'est vraiment la chose importante, et vous comprenez pourquoi ici je l'ai fait en jeu de poupée russe, c'est pour pouvoir introduire, bien évidemment, la notation de ce template binding, sinon tout aurait été bindé directement dans la business card view, et il aurait fallu que je fasse une autre vidéo et une autre démo pour vous faire voir juste ça, et donc ici ça prenait tout son sens. Donc, rien de bien compliqué, ici on crée en fait uniquement le stack layout principal qui contient la barre de titre et le content presenter. Ça va être affecté à la propriété control template. Les objets qu'on a créés dans le control template, dans la content view, prennent vie grâce à un template binding, alors que c'est une indirection qui va permettre en fait à ces objets d'aller eux-mêmes par binding rechercher les modifications du titre, alors même que ce titre est une propriété de la title frame view, et que l'utilisateur développeur, lui, va se binder à ce titre de la title frame view, par jeu d'indirection grâce au template binding. Sans le savoir, ici, il va y avoir un autre binding qui va se faire et qui va aller sur le contrôle template. À partir de là, une fois qu'on a compris ça, on a fait le tour de la question, on exécute et on se retrouve bien avec notre liste de card view et ces cartes view, enfin ces business card view, qui sont donc autant de cartes de visite, et on comprend en fait pourquoi on peut changer à ce niveau-là ce style, alors que le style est défini dans l'objet control template, qui est en dessous donc de la business card view. Et on comprend pourquoi ici cette partie-là est libre, grâce au content presenter. Et on comprend par contre que tout l'intérêt en fait de ce truc-là, c'est qu'on a créé un objet qui est la business card view, ou la title frame view tel que je l'ai appelé au final. Au début je l'avais appelé business card view, mais en fait je me suis aperçu que c'était un peu idiot, parce que justement ça spécialisait son utilisation, alors que justement tout l'intérêt c'est de ne pas spécialiser son utilisation. Elle s'appelle title frame view, l'objet s'appelle comme ça, la classe s'appelle comme ça, parce que c'est juste une view avec une frame qui possède un titre. Et ça, vous allez pouvoir l'utiliser à 50 endroits dans votre application, avec des listes de business cards, comme avec des listes de clients, d'objets, de n'importe quoi d'autre, en ayant toujours ce look, cette présentation, mais en ayant un contenu qui sera à chaque fois différent. Vous n'aurez pas forcément un petit rectangle avec une couleur dedans, vous aurez n'importe quoi. Une photo, ou carrément toute une présentation sophistiquée, ou un dessin, ou peu importe. Mais vous aurez toujours un objet qui a les coins arrondis de cette façon-là, avec une barre de titre, etc., etc., etc. Les contrôles, c'est bien. Les user control, c'est très pratique. Les custom control, c'est bien évidemment ce qu'il y a de plus sophistiqué. Mais il ne faut pas oublier là-dedans les contrôles templatés, qui sont d'un niveau de sophistication au moins égal au custom control, mais sur un autre plan. Et tout se joue en fait dans la façon de fabriquer ce XAML qui est réutilisable autant qu'on veut, même dans d'autres projets, de façon très simple. Et grâce à tout cela, on peut créer des contrôles relativement sophistiqués, mais réutilisables, ayant un look bien particulier, sans imposer le contenu, tout en laissant la possibilité de faire des bindings, tout en laissant la possibilité de changer les styles, pourquoi pas ici. Et ici, on voit bien l'effet de Bogus qui me permet de faire des tirages aléatoires à chaque fois, qui nous permet d'afficher des objets ayant
toujours une certaine présentation, tout en laissant la liberté à l'utilisateur, développeur. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tout compris, sinon les commentaires c'est fait pour ça. N'oubliez pas de commenter dans la vidéo YouTube plus que dans l'annonce qui est faite sur Dotblog, parce que ce qui est fait dans Dotblog ne compte pas dans l'algorithme de YouTube, alors que les commentaires comptent, pour que cette vidéo, comme le reste, soit diffusée au plus grand nombre, autant qu'il y ait le plus de gens possible qui en profitent. Si ça vous a plu, bien évidemment, mettez un pouce bleu, mais surtout, abonnez-vous, mettez la petite cloche en route pour être prévenu des prochaines vidéos, et ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos d'informatique, je continue à en faire, n'ayez pas peur, mais de temps en temps, il y a des vidéos qui portent sur les synthétiseurs, modulaires ou non, et si ça vous intéresse, c'est une occasion de les regarder, sinon, restez concentrés sur les vidéos d'informatique, et notamment, principalement, sur celles traitant de Xamarin.Form, donc du développement sur mobile. Sur ce, je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis ciao, à la prochaine fois, et stay tuned.